Bonjour, mon nom est Hervé Riboni. Je suis platiste depuis 7 ans. Je voudrais partager avec vous quelques réflexions concernant le dossier de la Terre plate qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été mentionnés dans tout ce que j'ai pu voir et entendre sur le sujet. Le but de cette vidéo est d'amener de nouveaux éléments aux chercheurs de vérité pour aider à la conception d'une carte de la Terre plate. J'ajouterai que cet exposé un peu technique n'est peut-être pas recommandé pour ceux qui abordent le sujet. Mon expérience de marin professionnel dans des courses de voiliers en haute mer m'a amené entre autres à faire un tour du monde par les 50e de latitude sud qui passe par le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique, le cap Lewin en Australie et le cap Horn en bas de l'Amérique du Sud, communément appelé par les platistes le Grand Cercle. J'ai aussi traversé 8 fois l'Atlantique et parcouru plus de 100 000 milles nautiques. Ainsi, j'espère que mon expérience pourra contribuer à une approche un peu différente sur le sujet. Quand j'étais skipper, en tant que capitaine, j'ai beaucoup utilisé les cartes marines et quand je me suis ouvert à la théorie de la Terre plate, je me suis demandé comment on fait les manipulateurs pour passer d'une surface plane à une sphère sans que ce soit trop évident que quelque chose ne fonctionne pas avec les trajets, les distances et le positionnement des continents. Par quelle méthode les manipulateurs ont-ils réussi à tromper la population entière sans que cela ne paraisse sur les cartes que nous utilisons? Comme tous les platistes le savent déjà, la partie nord de la Terre plate est beaucoup plus petite en superficie que la partie sud, contrairement à la sphère du système héliocentrique où les deux hémisphères sont supposés être identiques. Il faut donc nécessairement, pour passer de la partie nord de la Terre plate à l'hémisphère nord de la boule, créer de la surface terrestre, agrandir cette partie du monde et étirer aussi les pays proportionnellement à la surface ajoutée. Cette transformation n'est pas quelque chose de discret. Il faut donc qu'il y ait des changements majeurs, quelque chose de visible et d'illogique pour réaliser ce tour de force. Pour commencer, regardons attentivement les fuseaux horaires. Les fuseaux horaires sont séparés en 24 heures autour de la Terre comme on le voit ici sur l'image. Ils se déploient de manière égale tout autour du globe, d'est en ouest dans le sens des longitudes. Ou, plus précisément, devraient être séparés en 24 fuseaux horaires identiques suivant la position du Soleil par rapport à la rotation de la Terre. Cependant, si on observe seulement la partie très au nord, on s'aperçoit que l'Alaska et le Canada sont étirés vers l'ouest et que petit à petit, ils empiètent sur le fuseau horaire qui est à leur gauche. Ils se décalent de plus en plus, à tel point que l'Alaska, au niveau du détroit de Bering, a une heure locale de 3 heures, alors qu'au même moment, au même endroit, il est minuit en Russie sur exactement la même longitude. Il manque ici 3 heures, de 0 heure ou minuit en Russie à 3 heures du matin en Alaska. À l'ouest du détroit de Bering, c'est la même chose. On voit qu'il manque aussi 2 heures de fuseau, celui de 18 heures ici et celui de 20 heures. Donc, dans cette partie du nord du globe, il y a seulement 19 fuseaux horaires sur 24. En étirant le Canada, l'Alaska et la Russie sur moins de fuseaux horaires, ici et là, cela crée de l'espace au détroit de Bering ainsi qu'une large étendue de mer juste sous le détroit. Cela crée la superficie supplémentaire dont les manipulateurs ont besoin pour la transformation. Si à l'inverse, on garde le même étirement des deux continents mais en utilisant les 24 fuseaux horaires, on se retrouve avec 3 fuseaux horaires juste sur l'Alaska. Et en parcourant ces latitudes d'est en ouest, on changerait de zone horaire sur trop peu de kilomètres, ce qui ne correspondrait pas aux distances sur le modèle de la sphère et éveillerait les soupçons. Maintenant, si l'on essaye de placer logiquement ces territoires avec les 24 fuseaux horaires officiels, le résultat se rapprochera beaucoup de cette vieille carte de la Terre plate, ou de celle-ci. Regardez comme l'angle des côtes du continent nord-américain et de la Russie sont différents que sur une map monde ou même sur la carte Gleason. Les côtes sont beaucoup plus proches sur la vieille carte. À mon avis, la Gleason est une projection de la sphère. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas censurée sur Internet, c'est une fausse piste. Voyez la différence en supprimant des fuseaux horaires ou en les utilisant tous. Il n'y a presque plus d'espace supplémentaire sous le détroit. La seule possibilité, malgré les incohérences, la moins illogique pour les manipulateurs pour passer du plat à la sphère, est bien celle de cette illustration. Les rares traversées officielles dans cette zone,
qui se sont faits en planche à voile par exemple, ont été réalisés précisément au détroit de Bering, à l'endroit le plus rapproché des deux continents, où la distance est de seulement 83 km, ce qui ne fait aucune différence entre les deux modèles de carte. Par contre, pour une traversée plus au sud, il faut se rendre jusqu'à Vladivostok, 3500 km plus bas, pour retrouver la première ligne aérienne qui se rend à Seattle avant d'aller à Anchorage, ou de Tokyo à Vancouver pour les traversées maritimes. Ce qui laisse une grande zone ici, avec pour ainsi dire, pas de données crédibles quant à l'exactitude des cartes. Sans trafic aérien ni maritime direct entre les deux continents, une région aussi mystérieuse et interdite que l'Antarctique, qui, avec la pseudo-rivalité USA-Russie de l'après-Deuxième Guerre mondiale, décourage encore de nos jours les curieux d'aller naviguer dans ces eaux peu accueillantes. Finalement, une zone idéale pour faire mentir les cartes. Si nous revenons au fuseau horaire et qu'on regarde maintenant les pays un peu plus au sud, les 24 fuseaux horaires sont présents et chaque pays utilise l'heure du fuseau horaire qui correspond à sa position. Encore plus au sud, à partir de la latitude 40 nord, on voit que les fuseaux horaires se multiplient avec des demi-heures et qu'il existe même 2 fuseaux horaires supplémentaires ajoutés dans le Pacifique Sud, à l'est de la Nouvelle-Zélande. Il y a donc officiellement 19 fuseaux horaires dans la partie très au nord du globe et au minimum 32 dans la partie sud. On remarque également que les endroits où les fuseaux horaires sont multipliés et ajoutés sont ou en pleine mer comme les îles du Pacifique, ou alors ont un littoral ouvert à l'océan au sud, comme l'Iran, l'Inde, la Birmanie ou l'Australie, de sorte que dans les deux cas, il est impossible de savoir comment se déploieraient ces multiples 32 fuseaux horaires sur une sphère, puisqu'il n'y a pas de large terre habitée au sud de ces territoires. Les 32 fuseaux horaires se perdent en mer, ce qui peut être pratique pour les manipulateurs afin de cacher la transformation. On remarque aussi que les USA et l'Australie ont sensiblement la même largeur, 4000 km pour l'Australie et 4500 km pour les USA, ce qui fonctionne sur le globe. Ils ont également une position en latitude comparable, bien que les USA sont un peu plus au nord par rapport à l'Australie au sud. Leur emplacement en latitude est quand même assez similaire pour faire une comparaison des fuseaux horaires pour chaque pays utilisé sur leur largeur. Si on reporte leur position et leur largeur sur un globe, on voit ainsi que la largeur des fuseaux horaires entre le nord et le sud versus leur position en latitude n'est pas assez différente pour justifier une différence du double de fuseaux. Car en effet, nous constatons qu'il y a 4 fuseaux horaires aux États-Unis et seulement 2 utilisés en Australie pour la même largeur de pays. Bien qu'en Australie, ils aient rajouté au milieu une zone d'une demi-heure pour nous faire croire à un 3e fuseau, et que l'Australie, sur cette fausse projection, déborde sur le fuseau horaire des 22 heures. Il y a en fait, pour les Australiens, que 2 zones d'heure de passage du soleil qui sont réellement utilisées comme indiqué ici. Sur les illustrations de fuseaux horaires, l'Australie apparaît beaucoup moins large que les USA, même en la faisant déborder sur le fuseau des 22 heures, ce qui à mon avis n'est pas la réalité puisque cette zone horaire n'est pas utilisée. La différence de largeur vient du fait que les fuseaux horaires sont parallèles sur cette illustration, alors que dans la réalité, sur la Terre plate, ils s'élargissent en se dirigeant vers le sud, ce qui concorde avec la grande largeur de l'Australie et l'utilisation de seulement 2 fuseaux horaires, comparativement à 4 fuseaux horaires pour les USA. Si on place les USA et l'Australie sur les fuseaux horaires de la Terre plate, alors les heures utilisées des deux pays sont logiques. Comme les fuseaux ne s'élargissent pas vers le sud sur cette projection, il est obligatoire d'étirer les surfaces terrestres au nord pour garder les fuseaux horaires parallèles et ainsi maintenir l'aspect d'une boule avec 2 hémisphères symétriques. On constate que tout cela n'a aucune logique sur une sphère avec 2 hémisphères symétriques, mais par contre est beaucoup plus cohérent sur une Terre plate avec la partie nord plus petite que la partie sud. Sur un schéma simplifié, les fuseaux horaires modifiés des manipulateurs ressembleraient à ceci sur une Terre plate.
On remarque que plus on s'éloigne du centre, plus les manipulateurs ont créé de fuseaux horaires pour cacher les plus grandes distances pour changer de zone horaire du sud par rapport au nord. Pour boucler le tour de la Terre, nous voyons qu'en continuant vers l'est, ici, l'étirement des pays diminue du nord au sud pour retrouver le bon fuseau horaire à la longitude 0 de Greenwich, avec le Soleil à nouveau bien placé, prêt pour le tour suivant.